Alors, suite aux recommandations de certains d'entre vous, j'ai regardé la vidéo de Jules, cette putain de flemme, vous l'avez sans doute déjà vue, et j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le contacter et de lui demander de répondre à quelques questions. Et il a accepté, évidemment. J'ai commencé d'abord par m'intéresser un petit peu à lui et en lui demandant mais d'où lui était venue l'idée de faire cette vidéo en fait, ça sort d'où? En fait, je m'étais un peu resté bloqué dans un style qui était l'humour. Genre, je faisais que ça. Et limite, je m'interdisais de faire quelque chose de sérieux parce que je me disais, bah voilà, ce que je fais moi, c'est l'humour. Je vais pas faire autre chose. Ce qui est un peu débile, mais c'était comme ça. Et au fur et à mesure, avec les années, plus je faisais des vidéos humour, plus je mettais du sérieux dedans et je sentais que ça poussait et que je devais faire quelque chose avec ça. Et après, vient la fin de ma formation où on me demande de faire un documentaire de 26 minutes sur le sujet que je veux. Et là, je me dis, ok, bah c'est maintenant. À la base, ce documentaire-là, il y a une version, on va dire une version crue, où il y a rien, il y a pas d'étalonnage, pas de sound design, c'est pas cuit quoi. En gros, j'avais écrit toute la trame que t'as vu dans la vidéo à peu près. Et j'ai rendu ça, j'ai quand même eu mon diplôme avec ça vite fait. Et ce que t'as vu là, c'est une version hyper peaufinée pendant des mois de cette version nulle en gros. Donc c'est le documentaire, c'est ça en gros. C'est ton film de fin d'études en fait en vrai. En fait oui, mais du coup j'ai pas rendu ça, ce que t'as vu toi, j'ai rendu une version nulle de ça. À la base je veux faire un documentaire sur l'humour, mais je veux parler d'anxiété aussi avec un peu. Et du coup j'ai cette idée, on me laisse 5 mois pour faire ce que je veux, j'ai tout le matos, toutes les personnes. Je me dis ça va être super, j'ai plein d'idées, ça germe et tout. Ça arrive, je procrastine, jusqu'à un moment où je fais, bah, j'ai juste plus le temps, je peux pas faire mon idée que j'ai eue. Et je me suis encore fait piéger par la procrastination et par tout ça. Donc là, je me dis, bon, ok, là, t'as plus le choix de parler de cette chose-là, la procrastination. Cette vidéo, c'est vraiment limite, bon, c'est un peu horrible comme formulation, mais c'est vraiment du vomi, quoi. C'est vraiment, j'ai vomi ma haine et tout ce que j'avais tonné, c'est tout ce que je ressens et j'en ai marre de le garder pour moi, je veux le mettre quelque part et en faire quelque chose. Il en a gros sur la patate, hein. Il a l'air d'avoir un sacré paquet de choses à extérioriser. Et je me suis demandé d'où ça pouvait venir un petit peu cette colère. On sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne en lui. Et je me suis rappelé qu'en fait, il fait partie d'une génération qui a été impactée très durement par la crise du Covid. Ils ont été coupés de l'école, de leurs amis, de leurs petites habitudes. Ils se sont retrouvés très souvent enfermés face à leurs ordinateurs. Est-ce qu'on pourrait se demander si le Covid a un impact dans sa façon de créer ses vidéos? Complètement, ouais. Ça donnait du mauvais et du bon. Je le dis dans la vidéo de toute façon que, en sortant de ça, j'ai fait des crises d'angoisse, etc. Les collèges seront fermés. Donc je me suis enfermé là-dedans puisqu'on m'a dit de rester chez moi, sauf que quelques mois plus tard, quand il a fallu sortir pour commencer le lycée, j'ai fait des crises d'angoisse. Je pense que oui, effectivement, ça a formé une sorte de bulle créative. Mine de rien, j'ai appris plein de choses que des gens aujourd'hui ont pas encore appris ou que des choses qui sont venues naturellement. Mais c'est des trucs techniques, tu vois. Tu t'en rends pas compte parce que t'es innocent à cette époque. Le fait d'avoir bouffé 10 000 tutos quand j'étais petit, je m'en rends pas compte, mais maintenant, quand je fais quelque chose, j'ai de la chance de le faire plus facilement que certains. Donc je pense que ça a beaucoup aidé cet enfermement, mais ça a donné aussi plein de mauvais côtés. Je pense que c'est un bien pour un mal. Je sais pas trop comment le définir, tu vois. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai vu sa vidéo, c'est que il utilise beaucoup de grammaire cinématographique. Moi, personnellement, je suis autodidacte, donc j'ai appris les rudiments de la grammaire cinématographique en regardant des films et des séries. Mais Jules, qu'est-ce qu'il regarde? C'est quoi ses sources d'inspiration? Je vais peut-être te choquer toi et d'autres gens. J'ai pas beaucoup de regarder de films, de séries, et c'est un peu un complexe. Je regarde principalement du YouTube en vrai. Je pense que ça fait partie de pourquoi il y a des détails à chaque fois, c'est c'est beaucoup d'influence YouTube, le fait que faut jamais s'ennuyer, faut tout le temps tac un truc là. Si il y a quand même des séries genre Bref, on sent qu'il y a un peu influence Bref, souvent on me dit ça. Dans les vidéos que j'ai fait Autre Humour, c'est juste The Office littéralement en gros. C'est les 2 séries que j'ai vraiment regardées dans ma vie. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Rien à voir avec ce que je fais, mais beaucoup McFly et Carlito. Mais c'est juste pour se détendre, ça plus. Pour les trucs plus visuellement, enfin artistiques on va dire, je regarde Gox comme tout le monde beaucoup. Je regarde pas mal Sleepy Charlie aussi. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. En vrai, je suis pas mal inspiré de Shy Guy sur certains plans. En tout cas, j'ai voulu essayer. Et prochaine fois que je ferai une vidéo, j'essaierai vraiment de faire des trucs. Je vais pas copier Shy Guy, mais je vais essayer de m'inspirer pas mal. Et ouais, sur tout ça, mais je pense que je suis beaucoup inspiré les podcasts. Il y en a qui disent, mais c'est plus à la mode. Je suis certain qu'on peut en refaire et que ça peut être toujours drôle, les sketchs et tout. J'en regarde encore aujourd'hui, ça me fait toujours rire. C'est peut-être juste de la nostalgie et je suis peut-être un vieux con qui veut défendre sa nostalgie, mais T'es en train de me dire à moi que toi, t'es un vieux con. C'est ambitieux, c'est très ambitieux. Bon, alors une grosse influence de YouTube, et c'est intéressant parce que YouTube, au final, c'est un peu le royaume des autodidactes. Et personnellement, je suis autodidacte et je me vois comme le descendant d'autres autodidactes qui ont pavé le chemin pour nous. Moi, j'ai pas fait d'école, hein, tu vois. Mais je sais que quand tu vas te faire une école ou un truc comme ça, on va vachement te parler un peu des mecs qui ont construit le cinéma, tu vois. Et tous ces gens-là, ils ont pas fait d'école. C'est la base, hein. Ils ont fait un truc qui n'existait pas. C'est expérimental. Il y avait pas d'école. Et du coup, ils avaient pas vu de film avant.
Et ils ont fait ça, tu vois. Et au final, on est encore en train de marcher dans leur pas, à faire beaucoup de choses qu'ils faisaient déjà. Et c'est toujours incroyable à voir quand tu découvres des films qui datent des années 30 ou des trucs comme ça, où tu dis, ouais, bon, un truc des années 30, ça va être relou. Tu vois des choses qui sont dedans, que tu vois aujourd'hui dans des vidéos en pensant que c'est moderne. Et tu te rends compte qu'en fait, ouais, on n'a pas beaucoup révolutionné le truc, en fait, au final. J'avais vu des anciennes à l'école, des anciens trucs. En fait, c'est les premières méthodes de masque, quoi. Mais qui étaient faits à manuel à l'époque, tu vois, en découpant des papiers et tout. Mais c'est exactement le même principe qu'on fait aujourd'hui. Juste, on a un ordi, quoi. Bon, si vous avez vu sa vidéo, il y a quelque chose qui vous aura pas échappé. C'est l'importance de ce problème de flemme et de procrastination. Il se trouve que je me reconnais pas mal dans le portrait qu'il a dressé de lui-même. Et donc, j'ai voulu creuser un petit peu la question parce que est-ce que derrière cette flemme et cette procrastination, il n'y a pas quelque chose qui pousse la créativité? C'est intéressant comme question, on peut se demander. Moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux et je me fous un peu de ta gueule dans le roasting parce que tu passes ton temps à te décrire comme le feignant ultime, le mec qui a inventé la flemme, tu vois. Et je te garantis que quand on voit ta vidéo, on voit la somme de travail en fait. Et que du coup, c'est très bizarre d'avoir quelqu'un qui dit « Ah, je suis un feignant » et qui fait un truc où tu sais la quantité de boulot que ça représente. En fait, de votre point de vue, je comprends, mais il faut savoir que moi, j'ai fait que ça de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai rien fait, et forcément, ça va aboutir à quelque chose à un moment, mais ça veut pas dire que j'ai pas été feignant. C'est juste que j'ai fait tellement que ça, que si je procrastinais 2 heures dans la journée, bah après j'avais 5 heures pour en faire. Donc oui, je procrastinais, mais vu que j'avais que ça, bah ça a donné ça. Mais je vous assure que je m'invente pas un rôle. Non, mais c'est pas dans ce sens-là, je te le disais, c'est que du coup c'est amusant le choc entre les deux trucs, entre le je suis feignant et tu fais un truc qui demande une somme de boulot qu'on arrive à peu près à mesurer. Moi je procrastine aussi beaucoup. Et je pense que ça fait partie du process. Parce que on est dans une spécialité qui consiste pas juste à construire. Tu vois, t'es pas juste là pour faire. Non, tu dois réfléchir le truc, tu dois trouver des idées. Et seulement ce truc-là, trouver des idées, bah c'est le moment où t'es en train de faire et pas toujours, toi c'est pas toujours le même moment en fait. Ah, je suis d'accord. Et donc du coup t'as besoin d'un moment où t'es pas en train de faire le truc et où tu laisses ton esprit un petit peu prendre l'air, vagabonder et t'inspirer un petit peu de trucs, même sans t'en rendre compte. Mais je suis totalement d'accord, sauf que moi j'ai pas les années d'expérience que t'as. Donc toutes les fois où j'étais bloqué sur ce docu et que j'avais ce blocage-là, je me forçais mais comme un chien à dire mais allez je vais trouver. Et ça c'est la pire chose à faire, hein. Mais je pense qu'avec les années ça viendra. J'ai l'impression que tous les créatifs que j'ai croisés qui ont pas ce truc là et qui sont constamment, enfin qui sont jamais feignants, bah ça donne quelque chose d'un peu plus bâclé. Il y a besoin de ça, mais j'avais vu une interview de Rick Rubin il y a pas longtemps, le producteur, qui disait qu'il est hyper feignant. Et le mec était choqué, il était là, mais vous êtes feignant, mais c'est bizarre, vous avez fait tout ça. Oui, mais t'as besoin d'être feignant. Quand tu commences à faire de la vidéo, tu fais quelque chose que au final, même si nous on est dans des bulles, on a l'impression que tout le monde fait comme nous, tu vois, mais au final peu de gens font ça. Et donc du coup de l'extérieur, quand ils commencent à se renseigner un peu, ils se rendent compte un petit peu de tout ce qu'il y a dedans. Et toi, tu leur dis, oh, mais moi, je suis feignant. Ils comprennent pas, parce qu'un feignant, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses. Oui, je suis totalement d'accord. J'ai jamais eu la vocation pour ce que je fais actuellement. Faire de la vidéo, devenir monteur, faire du YouTube. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure dans ma vie. Et lorsque je rencontre des gens comme Jules, ce qui me frappe, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont toujours su. Alors je me suis dit que ça serait intéressant de confronter ces deux visions. Là, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube. En 6e, c'est là où j'avais ma première vidéo YouTube. Je faisais de l'humour. Et je sentais que ça, en tout cas, je m'épanouissais. Et en plus de ça, les gens aimaient bien. Je pensais vraiment être là en mode, bah ouais, voilà, c'est l'humour. Donc voilà, je vais faire des blagues, rigoler, allez-y. J'ai découvert que non. Avec ce documentaire-là que j'ai fait, je trouve que ça m'a vraiment, en tout cas mentalement, ça m'a vraiment ouvert une porte de création. Comme si j'étais comme ça, humour. Et là, que je fais le documentaire et, ok, il y a tout ça, en fait. Je peux faire ce que je veux. Avoir fait ce documentaire, ça m'a fait dire, ok, en fait, je vais pouvoir créer toute ma vie. Quelque part, mon projet, c'est vraiment de juste créer, peu importe ce que c'est. Pour moi, on est sur Terre pour créer, quoi. C'est bon, on produit assez, on travaille assez, on a assez de ressources, on a assez de richesses. Venez maintenant, on crée des choses. Les carriéristes qui veulent que travailler, je fais, mais non, on est fait pour ressentir des émotions, créer des choses. Donc moi, mon projet, c'est vraiment ça, et ce sera toujours créer. D'une certaine façon, t'as toujours voulu faire de la vidéo. Très vite, je me suis dit, ok, là-dedans, tu vas là-dedans et tu fais rien d'autre. Bah, ça, c'est un chemin de vie. Parce que tu vois, moi, c'est pas du tout ça. Moi, je savais pas du tout que j'allais faire ça. Et même quand j'ai commencé à le faire, j'ai mis des années avant de me dire, c'était le truc. Pourtant, quand on te voit, on se dit l'inverse. Hein. En fait, je suis un petit caillou qui dégringole une montagne. Et au début, c'était tout petit. C'était un tout petit caillou comme ça. Et puis là, c'est en train de devenir un éboulement. Et j'ai jamais été aussi fan de ce qu'on fait que maintenant. Et c'est pour ça que je suis toujours intrigué de voir des gens, mais toi, t'avais ça depuis le début. Bon, alors, la vidéo de Jules, elle marche très bien. Surtout qu'il avait une toute petite chaîne. Elle est en train de grossir, il prend de plus en plus d'abonnés, et c'est mérité. Mais en fait, quand ce moment t'arrive où tu as une vidéo qui perce, que les gens commencent à regarder ce que tu fais, eh ben t'as une sorte de pression qui était absente, qui arrive sur tes épaules. Comment Jules
gères cette pression? Déjà, quand tu reçois des centaines de messages en mode « hâte de voir la suite », c'est vrai que ça change très vite ta perception de la création et très vite tu peux te forcer à faire quelque chose que t'aimes pas. Je me suis bien pris ça dans la gueule et je me suis dit « oh là là, attends, j'ai peur parce que je sens que mon cerveau veut faire que ça, que ce que je viens de créer, que des trucs sérieux, introspectifs et tout, parce que les gens me le demandent. Et je sens que j'ai besoin de laisser le temps pour laisser venir quelque chose que je vais vraiment aimer. Moi, je suis un peu comme toi, je sens, et beaucoup de gens qui font de la création, ça se fait en, je sais pas comment on dit, en fond de tâche, quoi. Derrière, je sens que petit à petit, je consomme des choses et du coup, je consomme des choses je consomme de l'art, je consomme pas enfin, bref, on se comprend. Je sais que déjà, je vais refaire des sketchs et ça va me faire du bien, mais j'ai quand même un peu peur de la réaction des gens qui sont venus là, qui m'ont vu cracher toute ma haine sur l'angoisse et qui vont me voir faire un sketch sur un mec qui pète dans une chambre. Et là, ils vont être là, mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il fait? J'ai peur de ce contraste-là un peu. Je vais faire ce qui me fait plaisir et puis c'est tout. J'essaye de faire comme ça. Donc j'essaie de pas trop me mettre de pression et puis on verra, quoi. Alors oui, sur YouTube, c'est très important de se faire plaisir lorsqu'on essaye de créer et de faire des vidéos qui plaisent aux gens. Mais en même temps, on a aussi cet impératif de faire grossir et progresser sa chaîne, et on a tous à un moment ou un autre regardé des vidéos qui nous donnaient des conseils, des choses à faire pour pouvoir progresser le mieux possible sur la plateforme. Dans ces conseils, tout n'est pas bon. J'en ai profité pour échanger avec lui là-dessus. Est-ce qu'il faut être régulier? Quelle fréquence? Qu'est-ce qui est important en fait? Est-ce qu'il faut être régulier et livrer les vidéos à temps? Ou est-ce qu'il faut faire du travail soigné et livrer des vidéos quand elles sont prêtes? Depuis que je suis sur YouTube, j'étais arrivé un petit peu la fleur au fusil en faisant ouais, je vais faire des tutos pour améliorer le monde. J'ai pas réussi à m'empêcher de commencer à raconter des conneries dans les vidéos. Tu vois, j'étais là, fais poète, là, prends le chat, fais un truc, on se fait chier, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait que ça a marché. Et en fait, c'est au moment où j'ai été moi-même. Très rapidement, je me suis dit, attends, moi, j'aimerais bien, c'est faire venir mon univers à eux. Tu vois, le moment où j'arrive, c'est le moment où tu commences à dire attends, tout le monde a envie de faire du documentaire. Et je regarde le truc, je fais ah putain, ils savent pas. Il y a personne qui leur a montré. Il y a des trucs, je vois, je fais putain, on leur a pas expliqué. D'où le roasting sauvage aussi, qui me fait bien, ça me fait bien rigoler parce que du coup, je suis devenu un petit peu le boogeyman. Ouais, ça te va bien. Tous ces conneries là font que je te tombe dessus. Oui, c'est vrai. J'ai de la chance. Je sais pas si t'as de la chance, t'as pas encore vu la vidéo, mais... C'est vrai que, ouais, putain, je parle, mais me faire tailler, tu vois. De toute façon, le but du jeu, c'est aussi de pointer du doigt les petites choses, les petits défauts, mais on sent que c'est fin, que c'est, tu vois, que c'est travaillé et tout ça et machin, et c'est ce qui manque les 3/4 du temps, c'est que les gens, ils sont là, faut que je poste mardi. Et moi, je passe mon temps à me bagarrer contre ce côté-là sur YouTube mais pourquoi tu veux poster mardi? Je suis si d'accord avec toi, merci, quoi. Merci de dire ça, tout. T'as pas envie de poster une vidéo à temps, t'as envie de poster une vidéo quand elle est prête. Et moi, c'est justement là où je fais la différence avec la télé. Parce qu'en télé, on a des dates de diffusion et nous, on est toujours frustrés. On se cantonne à certaines choses parce qu'il faut respecter la date de diffusion. Et donc, du coup, quand le film il est terminé, oui, mais est-ce que nous, on a mis dedans tout ce qu'on voulait ou pouvait y mettre? Non. Et c'est pour ça que j'aime pas la télé. En plus, la télé, c'est les durées... faut que ce soit parfait. Faut que ça m'énerve. Je trouve que c'est vraiment l'inverse de la liberté, donc ça m'énerve un peu la télé. C'est des normes, mais après les normes, pour le coup, elles viennent même pas que du fait que les gens ils sont chiants, c'est parce que sinon tu peux pas savoir quelle heure va passer le programme. Et puis c'est plus souple que ça, hein, en vrai. Et du coup, tu savais pour le roasting sauvage? De ce que t'as fait toi? Oui, si je connaissais le roasting. C'est un pote à moi, Kylian, qui m'a envoyé... qui m'a dit hey, regarde, je fais oh là 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 les ennuis, je vais me faire détruire. Non mais en vrai ça me fait plus plaisir qu'autre chose, c'est quand même c'est un honneur limite que quelqu'un roast comme toi roast ma vidéo, c'est quand même incroyable. En même temps ça fait du bien quand tu reçois autant de commentaires positifs, qu'on te redescende un peu. Moi je trouve il y a besoin. Ouais, qu'on redescende un peu le truc, ouais. Oui, bon, je l'ai pas massacré non plus pendant ce roasting, loin s'en faut. Et d'ailleurs, c'est pas réellement ça le but du roasting. D'ailleurs, vous savez, c'est quoi le but du roasting? Le roasting, en fait, c'est pas juste moi qui regarde et qui fait un react, même si c'est la forme que ça prend. En vrai, le roasting, c'est un truc qui vient de nous, ce qu'on fait au boulot, ou quand on termine un documentaire. Tu vois, quand j'ai terminé de monter, il est pas prêt. En fait, on va le regarder avec le producteur, on va le remodifier. Et une fois qu'on a l'impression qu'on est à peu près, on va aller voir la chaîne et on va re-roaster. Et ce truc-là est ce qui manque aux 3/4 des youtubeurs. Ça revient avec ce truc de deadline, je trouve, les gros youtubeurs. C'est parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut ça parce que pour l'OP, nanana, et tac tac tac. Donc forcément, il va y avoir plus de défauts, quoi. Ouais, bien sûr. Et je pense que ça vient aussi du manque de professionnalisme et de formation, parce qu'il y a vraiment des mecs qui ont vraiment appris en slip dans leur chambre, tu vois. Quand tu vois, par exemple, un des trucs sur lesquels je reviens le plus souvent, je fais il y a des plops. Et les gens les repèrent pas, et moi je me dis putain, mais on entend que ça. Ah écoute, je suis complètement comme ça. Pourtant, il y en a un dans ma vidéo, mais je suis un peu dégoûté d'ailleurs. Dès le début. En plus, c'est que je me suis cassé la tête pour pas qu'il y en ait. Et puis des fois même, j'en enlevais, je me disais, oh, personne va remarquer. Et effectivement, il y a un gars qui arrive. C'est le royaume du plop. Plop, 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 plop. Plop. Je déteste les plops. Qui me dit, hop, hop, hop.
La police, c'est bon, je te tire mon salaud. J'ai pas trouvé que ça. Il y a d'autres petits trucs, mais ça c'est le seul petit truc où tu te dis. Ouais, je comprends. Pendant cet entretien, j'ai pas pu m'empêcher de regarder un petit peu son décor pour me faire une idée de qui il était, et j'ai aperçu les vinyles sur les murs que vous avez sans doute remarqué. Vous avez remarqué ou pas? Faut être observateur un petit peu. Et j'ai pas pu m'empêcher de me rendre compte que le vinyle et les monteurs ont un point commun. Je vois que t'as des vinyles derrière toi. C'est que de la déco ou tu kiffes le vinyle pour de vrai? C'est pas que de la déco. En vrai, c'est plus des albums que j'ai énormément écoutés et je trouve ça tellement beau d'avoir un truc que t'as écouté en physique. Enfin, je sais pas, symboliquement, c'est tellement beau de l'afficher, de faire voilà, ça, je l'ai écouté pendant telle période, ça me rappelle une période de ma vie et tout. Pourquoi le vinyle, ça m'intrigue? Parce que quand le CD est apparu, on nous a prédit la fin du vinyle. Le CD a disparu. Mais maintenant, sur ton mur, t'as des vinyles. Et c'est encore là, le vinyle, tu vois. Il y a vraiment encore ce truc c'est pas en train de disparaître. Et même au moment où le CD est arrivé, le vinyle, il a juste changé de fonctionnement. C'est-à-dire qu'avant, c'était la grande consommation de la musique. Et tout à coup, c'est devenu, hop, les DJ, les puristes, le truc, tu vois. Et ça me fait penser à tout ce battage que tu as en ce moment avec, l'IA va arriver, vous allez vous faire remplacer et tout ça. Moi, je pars toujours du principe qu'on sait pas. C'est vrai que c'est une belle analogie. Bah ouais. Pourquoi le vinyle, il est resté? Parce que le vinyle, ça a du grain. Et j'ai l'impression que nous, ce qu'on fait, c'est pareil. Tu vois, quand je vois ce que tu fais, c'est un truc que les gens qui sont tout le temps en train de gueuler, genre la nouvelle IA, rip les monteurs, rip ceci, rip cela, ne comprennent pas et ne conçoivent pas. C'est qu'ils se rendent pas compte que, nous, notre métier, c'est ça. C'est pas juste aligner les trucs bout à bout le plus vite possible. C'est pas ça qu'on fait. Et que donc, du coup, si toi, tu prends ça comme prisme pour jauger de ce qui va machin ou pas, t'as rien compris au film, en fait. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? En fait, ça m'énerve l'IA générative parce que, putain, venez, on donne l'IA pour faire les choses pénibles, quoi. En fait, j'espère que ça va nous servir à plus créer, quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'on va dans cette direction. Après, il y a aussi un côté, moi, l'IA, ce qui me dérange beaucoup, c'est surtout écologiquement, que ça me fait le plus chier. Les data centers et tout. Un humain qui crée quelque chose, ce sera mais absolument toujours supérieur. En fait, c'est ça le truc. C'est même si une IA avait fait ce que j'ai fait moi, ce serait moins bien. Genre, je trouve que ce côté humain est derrière, on peut pas le prendre. Là, quand on regarde ta vidéo, pourquoi ta vidéo, elle est bien? Parce que c'est du perso et qu'on peut s'identifier parce que c'est quelqu'un derrière et qu'on sait qui c'est. T'as une vidéo comme ça qui donne tous les attributs de toi, mais derrière on sait que c'est un être artificiel. Ça ne m'intéresse pas. Je vais pas avoir d'émotion, ça ne m'intéresse pas. Et je me rends compte d'un truc, c'est que je vois plein de gens comme ça qui disent « Ouais, mais maintenant qu'on a l'IA générative, tout le monde peut être créatif. » Et mais attendez les gars, être créatif, c'est réussir à s'en passer, en fait. Et quand je dis réussir à s'en passer, c'est parce que pour moi, quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui va être capable de créer quand même s'il n'a pas les bons outils, l'outil parfait. Cela nous mène à une question qui est assez récurrente ces derniers temps. L'IA va-t-elle remplacer les monteurs? Moi, je dis que non. Les guitares sont en vente libre. Tout le monde peut acheter une guitare. Tout le monde peut avoir une guitare. Est-ce que tout le monde joue de la guitare? À quel moment, dans leur cerveau malade, ils se sont dit « Maintenant qu'on peut faire des trucs, tout le monde va faire des films ». Non, les gens qui sont créatifs vont en faire. Quand tu vas devoir rentrer là-dedans, tu vas rentrer dans un autre exercice qui est de la souffrance. Toi, ça, tu l'as vachement bien ressorti dans ta vidéo. La créativité, il y a une forme de souffrance. J'ai une autre take sur l'IA, je veux bien ton avis. J'ai vu quelqu'un qui a dit, l'IA, en fait, sera tellement, enfin, c'est de plus en plus réel, etc., qu'à un moment, on saura plus ce qui est vrai ou faux. Du coup, on s'enlèvera de nos écrans et qu'on sera moins sur nos écrans parce qu'on saura plus ce qui sera vrai ou faux. Et donc, on s'enlèvera cette addiction-là, tu vois. Alors, je sais pas, parce que moi, les prédictions, j'en sais rien, mais ce qu'on voit pour de vrai, c'est que, bon, avant l'IA, il y avait déjà une sorte de défiance envers tous les médias un peu mainstream et tout ça, il y avait une sorte de truc qui montait là-dessus. Maintenant qu'on sait qu'il y a l'IA et que, tiens, ça se trouve, ce que tu regardes, c'est faux, que machin et trucs, tout ça, on va commencer à douter de tout. Et ça sera plus que par idéologie politique ou que par complotisme. C'est-à-dire que vraiment, tu sais que, là, quand on t'appelle et que tu décroches, c'est peut-être pas quelqu'un, en fait. Et la seule façon de se protéger de ça, ça va être de se rapprocher des gens et de les voir en vrai, en fait. Exactement. L'IA, c'est un outil. Et je pense sincèrement que les créateurs n'ont rien à craindre d'un outil. Juste, ils doivent lui trouver un bon usage. Dans les autres outils qu'on a, nous autres créateurs, il y a nos caméras. Et c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo de Jules, j'ai pas vraiment su dire avec quoi il travaillait. Tu tournes avec quoi, d'ailleurs? On n'a pas parlé de matériel. C'était une Sony FX3. Des fois, j'arrive à cramer. Je regarde le truc et je sais quelle caméra t'as utilisé. Et souvent, j'arrive à deviner l'objectif, j'arrive à deviner le truc parce que, tu sais, ils ont leur identité, en fait. Quand c'est travaillé comme toi, c'est moins facile. Tu montes avec quoi? Je monte avec Premiere Pro, After Effects et DaVinci. Enfin, DaVinci pour la colo. C'est horrible la manière dont je monte. Ne faites pas comme moi. Je monte sur Premiere tout. Je fais tous mes FX sur, mes VFX sur After. Et une fois que j'ai tout, je fais un Apple ProRes vers
DaVinci, je fais la colo, je le renvoie sur Premiere et je fais mes trucs comme ça. Bon, c'est un bordel monstre et la timeline me fait très peur. Ouais, du coup, ton truc, il fait des allers-retours. Ouais, Ouais, c'est pas bien. Mais je sais pas, je suis à l'aise comme ça, donc... Ce qui est amusant, c'est qu'il s'est même pas rendu compte qu'au final, on travaille tous à peu près de la même façon. Il y a quelques différences, mais on est à 2 doigts du workflow de télévision. Hein. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que t'es à 2 doigts d'avoir le même workflow que nous, on a au boulot. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui montent avec DaVinci. Donc souvent, tu vas trouver soit du Avid, soit du Premiere. Je monte. Quand j'ai terminé de monter, ça part dans un DaVinci pour être étalonné. Sauf que nous, une fois que c'est parti dans le DaVinci, on le ramène plus dans Premiere. On fait la fin dans DaVinci. C'est la seule différence. C'est littéralement une histoire d'habitude, et moi en plus qui me met dans mon confort, dans mon petit truc, ça me fait chier de changer, je suis attaque, ça fait, je sais pas, 6 ans que je suis dessus, j'ai un pote qui a changé, et il dit c'est 10 fois mieux, faut que tu y ailles. Je suis là, ouais, juste 2 secondes, je finis, et en fait à chaque fois je repousse et je reste. Moi je trouve pas que ce soit 10 fois mieux, je trouve juste que c'est très bien, tu vois, vraiment c'est très bien DaVinci, mais c'est pas 10 fois mieux. Moi j'ai des besoins qui sont vraiment liés à l'univers pro, où tu vois bien que Premiere en fait, il a plus d'heures de vol en fait, et qu'il est mieux fait de ce côté-là. DaVinci, il y a des trucs où il y a des défauts de jeunesse, c'est que par exemple dans Premiere, tu peux afficher beaucoup de pistes audio et voir les courbes. Et moi, j'en ai vraiment besoin dans ma façon de monter. Ok, bah j'aurais pas pu non plus. Ça, ils viennent de le changer, par exemple. C'est ça, ils écoutent la commu aussi, c'est peut-être ça. Petit avantage. Non, moi je pense qu'il faut rester là où t'es. DaVinci, il est gratuit. Tu vois, c'est là où il est imbattable. Arrête de prendre un truc craqué, on va te mettre des saloperies dans ton ordinateur, tu vois. Je dis pas que je l'ai fait, mais juste, tu peux le faire quand même. Tu peux le faire quand même. Je dis pas qu'on l'a tous fait à un moment de notre vie. Bon, on va pas se mentir, on a tous utilisé des logiciels craqués, oui. C'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que ça a permis, pour certains d'entre nous, de nous lancer. Et maintenant, je me demande, après son succès avec cette vidéo, Jules, comment il va rebondir? Qu'est-ce qu'il va faire après? C'est quoi la suite? Bah déjà, je vais devoir travailler pour survivre dans tous les cas. Ça, j'ai pas le choix. Il faut savoir que peu importe ce que je vais faire, toujours je créerai à côté. Hein. Alors, je suis pas du tout le genre de gars qui me dit, alors là, voilà, dans 2 mois, j'ai un tournage là, juste après j'ai ça. Je suis l'inverse de ça. Et c'est un gros défaut, je pense. Je sais que j'ai plein d'idées et que je vais devoir les mettre en scène. Et j'ai de la chance d'avoir un gars que je connais, Kylian, qui a une FX3 et Dieu merci, on va pouvoir filmer des choses. Je vais juste filmer des réels, je vais écrire toujours des trucs. Je sens que je suis pas du tout à court et que j'ai plein de choses à faire. Tu dois être sûrement bien mieux organisé que moi, mais... Pas du tout. Juste, je me vois comment ça avance au jour le jour. Je sais pas si c'est un avantage ou un défaut. Donc cet été, je vais juste créer et je verrai ce qui va se passer. Oh, dis donc. Je suis en train de me faire agresser par un fauve. Je suis monteur, j'ai un chat. Les monteurs ont souvent des chats. Être monteur, c'est un métier assez solitaire, donc parfois on a besoin d'avoir une petite compagnie féline. Et d'ailleurs, est-ce que ce côté solitaire, c'est pas un petit peu le propre du créateur? Tu fais tout seul? Oui. Donc t'es un peu en mode Gox du coup, quoi, pour le coup. Ah ouais, Gox, il fait tout seul, ouais. Comment tu fais tes trucs? Parce que Gox, il a un petit peu de matos. Toi, on a l'impression que tout est un peu fait, main, et puis post-produit derrière, tu vois. Il y a quand même un pote qui m'a aidé sur certains cadrages. Je le mets à la fin d'un générique. C'est le seul truc où on m'a aidé. Tu te vois tout le temps créer toujours tout seul? Alors, je voudrais tout le temps garder ce terrain-là tout seul, mais je ferais pas que ça. J'aimerais bien créer avec d'autres gens, etc. Mais il y a des moments dans ma vie où je sais que je voudrais refaire cette chose que j'ai fait là, où pendant 5 mois, t'as toi ton PC, c'est la liberté, quoi. Je sens que ma création, elle est beaucoup moins pure, et elle est d'autant plus pure quand je suis limité par rien que moi, mon cerveau, une chambre et rien d'autre. Mais je ferais pas ça toute ma vie, parce que ça a été aussi un enfer à certains moments où j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me dit, arrête ça, fais autre chose, parce que là, tu vas péter un plomb. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on a des gens autour de nous qui cherchent à nous aider ou à nous conseiller, on n'est pas toujours apte à accepter. Et je pense que ça vient peut-être d'une petite peur enfouie au fond de chaque créateur, la peur de se faire un peu déposséder de la paternité de l'œuvre. Le fait de travailler, de créer ton film tout seul. Du coup, à la fin, quand tu le montes, tu fais c'est mon film. Par contre, dès que tu commences à faire rentrer des gens dans la boucle, c'est plus tout à fait ton film. Si c'est pas toi qui es responsable de chaque cadrage, de chaque truc, et ben du coup, il y a machin qui a mis sa patte dedans, c'est aussi un peu son film. Et tu vois, quand tu te retrouves à avoir trop de gens, toute une équipe, en fait, c'est le film de l'équipe. Et pour moi, c'est plus une question d'ego, c'est justement. Parce que je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans, tu vois. C'est plus ton ego à toi qui veut, c'est moi, tout seul, ok, regardez-moi, applaudissez-moi. Voilà, donc on se rend compte que Jules et moi, on est assez raccord sur la conception de ce qu'est la création, de comment on a envie de créer et de faire les choses. Et pourquoi pas travailler, s'associer avec des gens avec qui Jules, il aimerait travailler si la chance lui était donnée. Je sais pas si tu vois, c'est de l'humour plus. Ce serait Lucas Pastor. Ah, je connais pas, tiens. Tu l'as vu dans les vidéos du Monde à l'envers. Il a une chaîne qui s'appelle Chaise. C'est de l'humour absurde et pour moi, en termes d'humour en tout cas, et même en fait en termes d'idées et de réel, enfin je sais pas, ce mec me bute de rire et ce serait mon rêve de faire un truc avec lui, quoi. Mais vraiment. Ok, bah je connaissais pas, écoute, j'irai voir. Voilà, la liste des victimes potentielles s'est encore agrandie.
Bon, en tout cas, vous, de votre côté, n'hésitez pas à continuer à me pointer du doigt les choses que vous voyez passer sur YouTube et qui vous plaisent, vous interpellent. J'irai toujours jeter un œil, je regarde beaucoup de choses. J'en profite pour remercier tous les gens qui soutiennent la chaîne et qui me permettent de continuer à employer des monteurs, parce que si je devais tout faire tout seul, il y aurait moins de vidéos. À qui le tour ?